Salut tout le monde. Vous me connaissez, je m'appelle Jean-Michel. Mon but, c'est de faire aujourd'hui une petite introduction à ROS, mais pas de faire de vous des spécialistes de ROS puis que vous soyez prêts à coder tantôt, mais plus de vous convaincre de pourquoi on utilise ROS en robotique, à quoi ça sert, puis de vous donner le goût d'en apprendre plus là-dessus. Donc, il y a 3 semaines, avec Dominique, on a vu c'était quoi un robot. On a défini qu'un robot, c'est un système complexe qui est composé de capteurs, d'actuateurs. Puis, ces capteurs vont lire l'information sur l'environnement. Ces actuateurs vont interagir avec son environnement. Ça, c'est tout contrôlé par un ordinateur, par des algorithmes. Et aujourd'hui, on va s'attarder plus aux algorithmes et comment on les programme et comment ils fonctionnent. Donc, les algorithmes dans un robot mobile, ça peut être différentes choses. Il faut qu'un robot fasse plein d'affaires. Donc, il faut qu'il se localise, il faut qu'il fasse de la cartographie. Il y a des pilotes pour les capteurs. Donc, une caméra, ça ne se contrôle pas tout seul. On peut faire de la vision numérique, on peut planifier notre trajectoire, on peut faire du contrôle de moteur, name it, il y en a d'autres. Mais tout ça, il faut tous les programmer séparément. Puis si on commence avec rien du tout, ça donne l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Puis en plus de ça, bon, ça peut être séparé en 2 ordinateurs différents. Donc, on a un ordinateur qui est connecté sur les capteurs et qui fait la localisation, la cartographie, un autre ordinateur qui fait le contrôle des moteurs. On peut avoir des microcontrôleurs dans le système, tout ça. Ça devient rapidement compliqué à gérer. Puis, il faut gérer la couche de réseau aussi. Fait que, tout est connecté par des câbles Ethernet, par des routeurs, par tout ça. Et on ne se retrouve plus. Là. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Donc, comment on fait pour programmer des robots? Donc, mettons, ces 4 robots-là qui sont complètement différents. Tu as une plateforme de robotique mobile qui est le Warthog en bas à gauche. Tu as un bras robotisé en haut au centre. Tu as un drone, tu as un humanoïde. Comment on fait pour programmer ces robots-là sans que ça nous prenne des années et des années de développement? Ben, la réponse, c'est qu'on prend ROS. Ça tombe bien, c'est la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est quoi ROS en vrai? Ce n'est pas vraiment un système d'exploitation, même si ça s'appelle Robot Operating System. Ça roule quand même sur un autre système d'exploitation qui existe déjà. Donc, par exemple, Linux, Windows, macOS. Généralement, on utilise Linux parce que ROS a été développé sur Linux, mais maintenant, il a été porté vers les autres OS aussi. Et ROS est une couche ils appellent ça un métaprogramme ou un middleware. Il y a différents noms pour ça, mais c'est plus un ensemble d'outils qui est par-dessus ton système d'exploitation pour t'aider à faire des robots. Donc, il existe ROS 1, maintenant il existe ROS 2, sur lequel on va utiliser aujourd'hui parce que c'est le plus récent. Puis il existe ROS Industrial qui est plus pour les industriels, donc qui est un peu plus robuste, puis qui est développé par la communauté industrielle. Et donc, par-dessus ça, nous autres, on va programmer des programmes en Python, en C++. Maintenant, il y a d'autres langages de programmation qui sont supportés aussi, qui vont faire les tâches qu'on a besoin avec le robot. Donc, il y a plein de trucs qu'on a probablement déjà programmés en Python, mais qui ne sont pas intégrés à ROS. C'est super facile de juste le mettre dans un ROS puis l'utiliser. Donc, pourquoi vous auriez besoin d'utiliser ROS dans votre vie? Parce que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui font de la robotique, puis il y a des gens, tout le monde faisait de la robotique chacun de son côté séparément, puis ça devenait rapidement le bordel parce qu'il n'y a personne qui avait de standard. Donc, c'était un peu le but de créer un standard en robotique, d'avoir des outils que tout le monde utilise puis qu'on peut se partager entre nous autres. ROS fait aussi la gestion des flux de données. Donc, si on a plusieurs robots qui doivent se parler ensemble avec un ordinateur de base, différents ordinateurs sur chaque robot, avec ROS, c'est transparent. Donc, ça ne paraît pas. On crée nos nœuds sur différents robots. J'explique les nœuds par après. Et ils vont être capables de se parler entre eux sans qu'on ait besoin de se casser la tête avec ça. Pas trop, en tout cas. C'est aussi indépendant de la plateforme. Donc, si je fais un programme pour un robot mobile, je peux éventuellement l'utiliser sur un autre robot mobile qui a un ordinateur différent sans problème parce que ROS me permet de le porter vers le deuxième. Et comme j'expliquais, ça fonctionne en plusieurs langages de programmation. Donc, l'avantage, c'est que si on a des librairies qui sont déjà programmées, par exemple, OpenCV, qui est pour la vision numérique, qui a été programmé, ça fait longtemps, depuis les années 90 en C++, ben, on peut l'utiliser dans un package ROS, tout comme les nouveaux programmes qui sont faits en ROS, on peut l'utiliser aussi, qui sont faits en Python, pardon, je me suis perdu. Et bon, comme j'expliquais, le but, c'est de réutiliser du code. Donc, s'il y a un laboratoire en Suisse qui a fait un package pour faire de la cartographie, ben, on est capable de l'utiliser au Canada quand même parce qu'on a les mêmes standards et on peut réutiliser le code qui est tout open source sur Internet. Donc, si on revient à notre schéma d'algorithme, la réutilisation du code, c'est vraiment, vraiment important. On a déjà plein de packages qui existent dans ROS. Donc, si on regarde rapidement, pour de la localisation, on a des packages de localisation, on a des packages de SLAM comme les Point Matcher, des packages de cartographie comme Optomap. Pour les pilotes de capteurs, maintenant, tous les capteurs, lidar, caméra et compagnie viennent avec souvent un driver ROS qui est déjà intégré. Donc, c'est super facile de l'intégrer avec ROS. Pour la vision numérique, OpenCV est intégré à ROS aussi, planification de trajectoire, MoveIt, Nav2,
puis contrôler des moteurs, on a différents aussi packages qui existent. Donc, vous voyez que rapidement, on peut partir de rien, télécharger ces packages sur Internet, puis commencer à programmer notre robot avec des affaires qui existent déjà sur Internet. En plus de ça, Rust, ça vient avec une grosse communauté. Donc, ça, c'est tous les gens qui ont contribué à Rust industriel. Donc, vous voyez des grosses compagnies comme, par exemple, ABB, Amazon, Boeing, Bosch. Toutes des grosses entreprises qui utilisent Rust en ce moment puis qui contribuent à développer le open source puis tous les packages qui existent déjà sur Rust. Oups. Et puis, finalement, ben, il y a plein d'outils qui sont intégrés à Rust aussi qui sont fournis. Donc, par exemple, ça, c'est RViz, qui est l'outil principal de visualisation de Rust. Donc, comme vous pouvez voir, dans le fond, on a un jumeau numérique de notre robot. Puis ils sont donc en rouge en bas. Je ne sais pas si vous voyez comme un scan laser 2D d'un lidar qui est en bas. Puis on a aussi un nuage de points de ces caméras stéréo qui sont là. Donc on peut tout afficher ce qui se passe dans le robot. On peut afficher la trajectoire qui est suivie, afficher la carte qui est en train de se construire. C'est super pratique pour débugger notre robot. Puis si on avait à partir de rien puis à programmer une interface de visualisation comme ça, on en aurait pour 2 ans. Peut-être plus. Donc, ce qui m'amène à parler un peu plus de Rust. Donc, les nodes, les topics, les messages, c'est pas mal le cœur de ce qu'on va faire en 90% du temps avec Rust. Un node, vous avez probablement déjà entendu dire ça. Un node, c'est l'élément de base dans Rust. Donc, un node, c'est un bloc de code, n'importe quel bloc de code, en n'importe quel langage, qui fait une tâche spécifique. Okay? Donc, il est encapsulé dans un fichier. Puis, ça peut être un bloc de code qui fait l'addition entre deux nombres, comme ça peut être un bloc de code qui fait la cartographie et la localisation du robot avec un gros nuage de points. Ça peut aller de presque rien à tout. C'est ultra variable. Puis, c'est indépendant des autres nodes. Donc, ce que tu fais de ton côté dans ton node, ça n'a pas d'impact sur ce que l'autre fait, à condition que vous ayez une entente sur comment que les deux vont se parler. Ce qui m'amène à parler des topics, parce que là, les nodes sont indépendants les uns des autres, mais ils ont quand même besoin de s'échanger des informations. Donc, si j'ai un nœud qui lit un nuage de points de leader, ben, c'est sûr que je vais avoir un autre nœud à quelque part qui va vouloir utiliser ce nuage de points de leader-là. Donc, ce qu'on a pour ça, c'est les topics qui sont des canaux de communication. Donc, on représente souvent les nodes par des cercles ou des ovales dans les schémas, puis les topics par des rectangles ou des carrés. Donc, entre les nodes, il y a toujours des topics qui vont s'échanger des types de messages précis. Donc, un message, ça pourrait être un nuage de points, comme ça pourrait être un booléen, genre juste un vrai ou faux, par exemple. Puis les nodes, ils vont aller s'abonner ou publier sur des topics. Donc, soit aller chercher l'information qui est dans un topic ou publier la nouvelle information dedans. Et c'est important de savoir qu'il peut y avoir plusieurs nodes qui publient sur un même topic, comme il peut y avoir plusieurs nodes qui s'abonnent au même topic pour récupérer de l'information. Et finalement, il y a les messages qui sont entre les deux. Donc, il y a des types de messages prédéfinis dans Rust. Puis, ça permet de structurer les échanges entre les nodes. Donc, dans Rust, il y a déjà plein de messages standards qui ont été définis pour uniformiser justement le code. Par exemple, un nuage de points, on sait déjà d'avance comment ça doit être structuré pour le transférer d'un nœud à l'autre pour ne pas avoir à recommencer à chaque fois. Puis, il y a aussi une possibilité de créer des messages personnalisés. Donc, s'il y a des besoins spécifiques qui ne sont pas gérés dans les messages standards, on est capable de faire des messages personnalisés, mais c'est un peu plus rare qu'on a besoin de faire ça. Donc, comme vous pouvez voir dans le schéma, maintenant, j'ai ajouté les messages. Donc, on a un topic 1 qui permet l'échange de messages entre un node 1 qui publie, donc qui est un publisher, dans le topic 1, et le node 2 qui est un subscriber, donc qui s'abonne au topic. Donc, c'est comme ça qu'on va transférer l'information du node 1 vers le node 2. Si on regarde un peu plus comment qu'un message s'est construit, donc quand vous allez dans la documentation de Rust, vous allez toujours voir un encadré comme ça qui explique le type de message. Donc, ce message-là, c'est un message twist. Un message twist, c'est un message de commande de vitesse linéaire et angulaire. Donc, comme vous pouvez voir, le message twist est composé de 2 vecteurs 3, donc un vecteur 3 linéaire et un vecteur 3 angulaire. Puis, c'est un peu comme les types, par exemple, que vous auriez en Python. Donc, si en Python, j'ai défini vecteur 3 qui est un objet, donc c'est un autre message. Donc, j'utilise des messages dans des messages. Ça fonctionne aussi comme si j'utilise des types différents dans des nouvelles classes en Python, par exemple. Donc, vous voyez qu'un déplacement linéaire, une vitesse linéaire, une commande linéaire, c'est un X, un Y et un Z. Donc, une vitesse en X, une vitesse en Y et une vitesse en Z. Puis, on va voir un peu plus comment ça s'est utilisé tantôt. Donc, Rust, ça fonctionne beaucoup dans le terminal. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec le terminal, c'est pas hyper compliqué, mais on écrit les commandes dans le terminal pour avoir de l'information sur ce qui se passe, pour lancer des nouveaux packages, lancer des nouveaux nœuds. Donc, pour les nœuds, on a 3 commandes, mettons, à retenir.
Par exemple, ROS2 run qui permet de lancer un nœud, justement. Donc, tu donnes le nom du package qui contient le nœud, le nom du nœud, puis ça démarre le nœud. ROS2 node list pour tu lister tous les nœuds qui sont en train de rouler présentement dans le système. Donc, ça se peut qu'il ne te retourne rien si tu n'as absolument rien lancé, ou une grosse liste de nœuds si tu as lancé plein de nœuds en même temps. Puis, si tu veux plus d'informations sur un nœud, on peut faire ROS2 node info, le nom du nœud, puis il va te dire il est abonné à quoi, il publie sur quoi, quel type de service il roule en ce moment dedans. Même chose pour les topics, on a aussi des commandes spécifiques pour les topics. Donc, par exemple, ROS2 topic list pour lister tous les topics qui sont en train de rouler en ce moment dans le système. Ou ROS2 topic info, le nom du topic, tu vas avoir la même information à peu près. C'est quoi le type de message qui s'attend dans le topic. Puis, tu peux aussi utiliser la commande echo pour afficher dans le terminal qu'est-ce que le topic reçoit. Donc, si tu penses qu'il y a un bug dans le système et que le topic ne reçoit rien ou publie rien, tu peux aller voir si c'est vrai en faisant ROS topic echo commande vel pour voir s'il y a des commandes qui sont envoyées. Donc, ça va être plus facile de vous montrer par un petit vidéo. Il démarre. Donc, je vais faire un exemple. Là, j'ai 4 terminals ouverts. Je vais lancer un nœud qui s'appelle TurtleSim, qui est juste, dans le fond, un simulateur de tortue, qui est souvent dans les tutoriels Rust de base. Vous allez voir que ça va faire apparaître une fenêtre avec une tortue dedans. On voit ici. Donc là, présentement, il y a un nœud qui roule dans le système parce que je viens de le lancer avec ROS2 Run, TurtleSim Node. Donc, si je liste les nœuds, on voit qu'il y a effectivement un seul nœud qui roule dans le système, puis il s'appelle TurtleSim. Jusque-là, ça va. Je veux plus d'informations sur le nœud, je vais aller faire Node Info TurtleSim. Voilà, ça me pop un paquet d'affaires qui me dit, entre autres, les subscribers, donc à quoi il est abonné, les publishers, donc sur quoi il publie ce nœud-là. Donc, vous voyez qu'il est abonné à CommandVel, puis il publie, par exemple, la pose de la tortue, la position dans l'espace de la tortue. Donc, c'est bien beau tout ça, mais là, avec un nœud, on ne fait rien. Là, fait qu'on va en partir un deuxième dans quelques instants. Donc, je vais aller partir un nœud pour contrôler la tortue à distance, donc avec le clavier. Donc, c'est déjà des nœuds qui sont déjà programmés. C'est des packages qui sont téléchargés sur Internet. Donc, ROS2 Run, Turtle, je pense que c'est TeleHopJoy, TeleHopKey. Donc, on part le nouveau nœud. Puis, on voit que si je tape sur les clés, si je tape sur les flèches du clavier, la tortue, ça bouge. Et là, si je refais le même exercice, puis je fais ROS2 Node List, je me synchronise avec mon vidéo. ROS2 Node List, on voit que maintenant, il y a deux nœuds qui roulent. Donc, il y a TurtleSim, puis il y a le TeleHop Turtle qui roule en même temps. Puis, les deux, ils se parlent parce qu'on a vu la tortue bouger. Donc, on va aller voir les topics maintenant. Il est supposé avoir des topics parce que les deux se parlent, effectivement. Donc, il y a un topic, comme on voyait tantôt, commande verbe, qui est en fait la commande qu'on envoie la commande de vélocité qu'on envoie à la tortue. Et le topic pose, par exemple, qui est la position actuelle de la tortue dans l'espace. Donc, je voulais un peu plus d'informations sur le nœud TeleHop Turtle. Je suis allé chercher, voir, il publie sur quoi. On voit qu'il publie dans le topic, justement, commande vel, ce qui est logique parce que c'est ce qu'on veut. On veut qu'il envoie les commandes des flèches que je tape à la tortue dans TurtleSim. Et donc, si... juste voir qu'est-ce qui se passe après. Ouais, donc, si je veux voir qu'est-ce qui se dit dans le topic Turtle commande vel pour confirmer que ça fonctionne bien. Donc, je vais faire echo Turtle commande vel. Et donc, quand je tape les flèches du clavier, on voit qu'il envoie des commandes. Donc, il y a une commande linéaire X, Y, Z. C'est exactement le format qu'on voyait tantôt de twist avec le X, Y, Z. Vous voyez que quand je tape sur la flèche du haut, par exemple, c'est un déplacement de 2 en X. Quand je tape sur les flèches de côté, c'est un déplacement de 2 angulaire en Z. Et donc, ça, c'était le topic commande vel. Et si on va voir le topic, par exemple, pose, qui est supposé me donner la position et l'orientation de la tortue dans l'écran. On voit qu'il publie en tout temps. Puis, à mesure que la tortue se déplace, vous voyez que son X, son Y change, son θ change, puis sa vélocité aussi, elle change angulaire linéaire. Donc, c'est super facile qu'un autre nœud qu'on pourrait créer nous-mêmes pourrait s'abonner au topic pose puis faire quelque chose à partir de ça. Donc, mettons, bouger la souris en fonction de où est-ce que la tortue est dans l'espace. Mais on s'entend, c'est un exemple super simple. Et le dernier outil que je voulais vous montrer, c'est RQT Graph. Donc, si vous tapez RQT_graph dans le terminal, ça vous apparaît cette fenêtre-là qui permet de bien visualiser donc, les différents nœuds puis les topics dans le système. Et on voit très bien qu'il y a deux nœuds qu'on a lancés, donc TurtleSim et TeleHop Turtle, qui se parlent via le topic commande vel.
Puis les deux autres, là, on n'en parlera pas tout de suite, c'est des actions, mais pensez-y pas pour l'instant. Donc, ce qui est important, c'est les deux nœuds Turtle, puis le topic commande vel. Donc, Turtle publie là-dessus. TurtleSim s'abonne au message et il fait déplacer la tortue en conséquence. Donc, ce qui m'amène à vous parler des services et des clients, qui est un autre mécanisme de communication intégré à ROS. Donc, le premier qu'on a vu, c'était les topics. Les topics, c'est bien pratique parce que ça envoie des flux en continu d'informations. Donc, tout ce que, par exemple, le leader reçoit, on le publie sur un topic et on s'abonne à ça, puis on reçoit tous les messages en continu. Mais, par exemple, si on veut quelque chose d'un peu plus ponctuel, si je veux une fois de temps en temps demander à un topic de l'information, il y a d'autres méthodes pour ça. Ça s'appelle les services. Donc, c'est un protocole qui est comme sur demande. Donc, je vais faire une requête à un serveur qui va me retourner l'information que j'ai demandée. Ou par exemple, ça pourrait être une requête de fais une action quelconque dans ton robot. Donc, je pourrais faire une requête à mes moteurs de s'arrêter, par exemple. Donc, ce que ça ressemble, si on regarde un petit schéma de ça, donc il va y avoir un service qui est composé de, disons, deux topics, une requête puis une réponse. Et tu vas avoir un serveur et un client dans le système. En fait, tu peux avoir un serveur et tu peux avoir plusieurs clients qui sont connectés au même serveur. Le client va faire des requêtes. Le serveur va recevoir les requêtes et il va retourner une réponse à cette requête-là. Donc, c'est un peu comme les messages, mais les messages de type service ont toujours deux messages intégrés. Donc, c'est un message requête, donc pour savoir qu'est-ce que tu veux, puis un type de message réponse, qu'est-ce qui va te retourner. Et évidemment, il y a des commandes aussi dans le terminal à savoir pour les services, mais vous n'avez pas besoin de tout apprendre ça par cœur. C'est tout écrit sur le site de Ross, puis moi aussi, je vais toujours rechercher l'information à nouveau. Fait que, on peut lister tous les services qui sont disponibles, on peut voir le type d'un service, on peut avoir plus d'informations sur un objet service, et on peut évidemment caller un service, c'est-à-dire envoyer une requête à un nœud et attendre sa réponse. Mais c'est plus rare qu'on l'utilise de cette façon-là parce que c'est plus pratique de l'utiliser directement dans un autre nœud, la commande call. On va écouter une autre petite vidéo qui montre ça. Donc, je vais repartir les deux mêmes nœuds que tantôt. Là, je parle le TurtleSim Node qui part la tortue. Je parle le Telehop pour être capable de contrôler la tortue. On va vérifier que ça fonctionne. Donc, ouais, la tortue, elle bouge. Et donc, je vais aller voir c'est quoi les services qui roulent en ce moment dans le système. Si je fais ROS2 Service List, je vois tous les services qui roulent. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. On va juste s'attarder à quelques-uns. Donc, par exemple, Clear, qui est le plus simple de la gang. Je veux un peu plus d'informations dessus. Donc, je vais faire ROS2 Service Info, type Clear. Puis, il va me dire que c'est un service qui s'attend à une requête de type empty. Mais là, empty, c'est pas compliqué, c'est rien. Fait que tu n'as rien qu'à y envoyer un message vide, puis il va faire la commande que tu lui as demandé. Donc, ce que je fais, c'est que je vais caller le service clear avec le type demandé, puis après ça, normalement, j'écrirai le message, la requête, mais là, je laisse ça vide parce que c'est un type empty. Vous voyez qu'il a effacé la trace, donc il a clear l'écran, il a effacé la trace de la tortue. Ensuite, un autre service qu'on a disponible, c'est Spawn, qui permet de générer une nouvelle tortue dans l'écran. Donc, on va essayer de le lancer, voir. Donc, j'ai besoin de plus d'informations dessus. Je vais aller voir le type de spawn. Ça me dit que c'est un type service spawn. Ça ne me dit pas grand-chose. Fait que j'utilise l'autre commande que j'ai parlé tantôt. Donc, interface show spawn. Il va me dire tout ce que spawn fait. Je vais juste faire pause ici. Oh, on a tout perdu. OK. Donc, vous voyez que le message de type, le service de type spawn s'attend à une requête qui contient une position X, une position Y, un angle θ, puis le nom de la tortue que tu veux faire apparaître, qui est optionnel. Et il va te retourner en réponse le nom de la tortue qui a été générée ou une erreur s'il y a une erreur. Donc, je vais aller caller le service spawn. Donc, je dis le type du service qui est TurtleSim service spawn. Puis là, je vais aller mettre tout ce qui est demandé. Donc, un X, un Y, un θ, puis un nom. Donc, vous voyez comment c'est pas très pratique de faire ça dans le terminal. C'est pour ça qu'on le fait généralement pas. C'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Mais en général, ça va plutôt être un autre nœud qui va appeler dans son code à quelque part un service, puis qui va attendre la réponse. Fait que tu n'auras pas besoin de faire ça manuellement dans le terminal. Vous voyez que là, j'ai dit d'apparaître une tortue à la position 2.2.0.2, puis j'ai pas donné de nom. Et il m'a répondu qu'il a effectivement réussi à spawner une tortue qui s'appelle Turtle2, puis on la voit ici. Donc voilà, qui fait le tour pour les services. Après, Ross nous donne des outils pour faire la conception du robot et donc définir les transformations entre les différentes parties du robot. Donc, un package qui est vraiment important dans Ross, c'est TF2.
qui est TF, c'est pour transformation, qui donne des transformations entre le monde et les différents robots, et aussi les différentes parties d'un même robot au sein de lui-même. Parce que, par exemple, tu vas avoir un point de repère général du monde, un X, Y, Z cartésien de la carte ou de où est-ce que tu as commencé. Puis tu veux savoir, par exemple, où est-ce que tes robots ils sont par rapport à ça. Si j'ai un nuage de points de lui, je vais être capable de le recaler dans le nuage de points de lui. Bien, il faut que je sache exactement la transformation des deux vers le point de référence initial. Même chose pour à l'intérieur d'un même robot. Donc, tu vas avoir différentes parties. Des fois, si tu veux, mettons, savoir tes roues sont où par rapport à ton centre, tu veux savoir ta caméra est où parce qu'elle va te générer une image, puis tu vas être capable de la recaler vers le centre du robot, puis vers le monde éventuellement. Donc, tout ça, il se crée des liens donc, entre les différents joints. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on définit, par exemple, le repère 0,0. On va définir où est-ce que mon premier joint est par rapport au repère 0,0. Et plutôt que de se compliquer la vie et de dire, mettons, où est-ce que mon épaule est par rapport à ma main, on va dire où est-ce que mon épaule est par rapport au deuxième joint qui est mon coude. Ensuite, on va dire où est-ce que mon coude est par rapport à mon poignet. Et on va dire où est-ce que mon doigt est par rapport à mon poignet. Donc, on va être capable d'aller, si j'ai quelque chose qui est fixé sur mon doigt, d'aller transférer la transformation de lui vers mon poignet, de lui vers mon coude, de lui vers mon épaule pour savoir le nuage de points, par exemple, qui a été généré par le leader qui est sur mon doigt et où dans l'environnement par rapport à mon épaule. Donc, ça, c'est tout transparent dans ROS. Donc, à condition qu'on a bien défini nos transformations, ROS va faire la transformation directe. Donc, si j'ai dit je veux faire une transformation du référentiel de mon doigt vers le référentiel de mon épaule, il va le calculer directement sans que j'ai à le faire moi-même. Et pour ça, pour générer nos transformations, on a des fichiers URDF. URDF, c'est pour, je crois, Universal Robot Description Format. Donc, c'est un fichier XML qui contient la description du robot. Donc, ça définit toutes les transformations entre les différents modules du robot. Tu définis plus ou moins plus ou moins de détails en fonction de ce que tu as besoin. Donc, c'est surtout les capteurs qu'on va vouloir référencer par rapport au centre du robot. Et ça permet, entre autres, de bien visualiser en 3D le robot dans l'environnement. Et ça permet surtout de générer des caractéristiques physiques pour la simulation. Donc, par exemple, on pourrait avoir un joint qui est le bras, on pourrait dire combien il pèse, c'est quoi son inertie, c'est quoi son volume. Puis ça pourrait nous aider à faire une simulation un peu plus précise de la réalité. Donc, dans le URDF, comment c'est défini, c'est que tu vas avoir des liens. Les liens sont en vert. Et tu vas avoir des joints entre ces liens-là. Donc, si je définis mon frame parent qui est ici, je peux définir mon lien child qui est là et je dois dire c'est quoi la transformation entre mon parent et mon child, puis de faire un joint entre les deux pour qu'il sache que les deux existent. Et Ross fournit des outils de visualisation pour les TF. Donc, on peut voir que, par exemple, le robot ici a énormément de frames de référence. Et je peux, pour n'importe quel frame, donc si je veux d'aller de ce frame-là vers la référence ici au centre, c'est super facile. Je demande au package TF2 de faire la transformation entre ce point-là et ce point-là, et il fait tout seul, à condition d'avoir bien défini ton fichier. Et il y a aussi un autre outil qui s'appelle TF3, qui permet d'afficher toutes les relations entre les différentes référentiels au travers de ROS. Fait que tu vois, par exemple, rapidement, si tu as une déconnexion. Donc ici, on voit que à gauche puis à droite, c'est pas relié. Donc, il n'y a aucune transformation entre la carte puis, par exemple, l'odométrie. On a probablement un problème dans notre arbre ici. Donc, je vais vous montrer un petit vidéo qui, dans le fond de moi, qui crée un URDF en temps réel, donc qui est accéléré un peu. Là. Donc, vous voyez que c'est un fichier XML, donc il y a des balises XML. Si vous n'êtes pas familier avec le XML, ce n'est pas hyper compliqué. Vous allez voir que c'est juste des balises où est-ce qu'on définit les objets dedans. Donc, qu'est-ce que je fais au début? C'est aller vite. En pause. Vous voyez que j'ai défini, ça c'est le minimum que tu peux faire dans un URDF, là, définir un lien qui s'appelle BaseLink, qui est le centre de ton robot. Donc là, vous voyez qu'il a apparu un cylindre noir, c'est la base de mon robot. Puis j'ai demandé d'avoir une géométrie cylindrique, j'ai donné une taille et un rayon. Maintenant, bon, on voit pas, oups, ça repartit. On voit pas grand-chose, donc on va aller donner une couleur. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je vais créer un matériel dans le URDF. Donc, le matériel bien simple, on va aller juste y donner une couleur, RGBA, qui est du bleu. Puis, je vais aller attribuer la couleur bleue à mon cylindre. Vous voyez que mon cylindre est rendu bleu. On continue, on va aller créer d'autres liens. Donc, j'ai copié le lien BaseLink, puis là, j'en ai créé un qui s'appelle Right Leg pour la jambe droite. Il est de type box et je définis sa taille, son origine et son matériel qui est bleu aussi. Ah, vous voyez, finalement, je l'ai changé en blanc parce que je veux que sa jambe soit blanche. Et donc, entre les deux, c'est ça comme j'expliquais, on n'a pas le choix de créer des joints. Donc, on crée nos liens.
qui sont les différents blocs qui sont dans le robot. Puis, on crée les joints. Donc, il faut dire comment sont liés entre eux autres. Donc, ici, on a créé un joint qui s'appelle Base to Right Leg, qui est de type fixe. Donc, il y a différents types. Là, tu peux avoir un type rotatif, par exemple, ou d'autres types de joints, mais ici, on assume qu'ils sont fixés. Et donc, il y a un lien parent, il y a un lien enfant, base link vers right leg, et tu dis c'est quoi la transformation entre les deux. Oups, je suis allé trop vite. Ouais, donc on voit jusqu'au joint. Donc, vous voyez que maintenant, il s'est ajouté une jambe gauche à mon robot. Donc, je fais la même chose, je copie tout pour la jambe droite, donc je vous épargne les détails. Maintenant, mon robot a deux jambes. Je crée un nouveau lien pour la tête, ça va être une sphère de rayon 0.2, puis je vais la mettre au bon endroit, puis je crée un joint entre la base et la tête. Et finalement, j'ajoute une caméra en avant de la tête de mon robot, parce que c'est surtout ça que je voulais, en fait, la transformation entre ma caméra et mon baselink. Donc, vous voyez que en dedans de, bon, ça a pris peut-être 10 minutes quand je l'ai fait. Là, je l'ai mis en accéléré, mais en dedans de 10 minutes, tu es capable de créer un petit R2D2 qui a un baselink au centre et tu es capable de savoir la transformation entre, par exemple, le baselink et la tête et la caméra, et déterminer, donc, si j'ai une image qui est générée par ma caméra, comment la ramener au baselink, comment la ramener au monde aussi ensuite après ça. OK. Oui. Acheter quelque chose pour les gens mécaniques. Je sais qu'il existe un plugin dans SolidWorks pour exporter un URDF. Oui, exact, c'est vrai ça. Là, c'est ça, je l'ai créé de toutes pièces, j'ai fait des rectangles et tout ça. Mais habituellement, si tu as un modèle 3D de ton robot, tu es aussi capable de l'importer dans ton URDF. C'est très important. Tu importes tes mèches directement, puis tu es capable d'avoir tout le modèle de ton robot. Fait que si tu as les différentes parties définies, tu peux les redéfinir, les transformations entre tes parties du robot, puis tu peux faire tout bouger ton robot dans RViz après. Un bon point. Puis c'est ça. Puis aussi, probablement dans SolidWorks, des fois, ça te donne les poids, les inerties de tes pièces en avance. Ouais. Un petit bémol à ce que Alex dit, parce que si tu l'as dans SolidWorks, il faut que tu sois capable de définir le centre de mesure, super bien définir le système de coordonnées d'un capteur que tu vas utiliser dans SolidWorks. En fait, tu n'sais pas utiliser ça. Par exemple, une caméra, il faudrait que tu prennes exactement le système de coordonnées de la caméra pour importer ce URDF-là pour importer ce fichier SolidWorks-là dans un URDF. Sinon, parce que le plus important dans l'URDF, selon les activités du laboratoire, c'est de définir pour les capteurs le système de coordonnées. Le mesh, le 3D, c'est fun, mais c'est plus. Typiquement, dans SolidWorks, comme dans les activités du lab, on va définir un point de référence virtuel dans SolidWorks qu'on va utiliser pour prendre ces mesures-là. Parce que c'est rare que le fichier SolidWorks a exactement la même origine que le système de mesure des capteurs. Comment définir ça? Juste un petit bémol quand vous faites vos URDF. Donc, je ne sais pas si on entendait bien en ligne, mais dans le fond, ce que Dominique ajoutait, c'était que faut faire attention parce qu'il existe des outils pour transférer un SolidWorks en URDF, mais il faut faire attention parce que généralement, dans SolidWorks, tu n'utiliseras pas le même système de coordonnées pour tes capteurs que le vrai système de coordonnées. Par exemple, une caméra, c'est inversé. Le Z est devant, le X et Y est comme ça. Fait qu'il faut faire attention quand on transfère des cadres vers des URDF. Bon. Ce qui m'amène à parler un peu de la structure de ROS. ROS est défini en packages, donc c'est les blocs de code en fait là, qui sont réutilisables. Donc, la plupart du temps en ligne, tu vas aller chercher sur Internet, tu vas trouver un bloc de code qui fait de la cartographie, tu vas le télécharger, tu vas l'utiliser tel quel. C'est un package qui a été défini. Donc, un package, ça peut être à peu près tout. Ça contient des différents nœuds, ça contient des librairies externes, ça contient des fichiers de config, ça contient des URDF, des messages personnalisés définis, ça contient à peu près tout ce que tu veux, à condition qu'il soit dans la bonne structure. Et donc, généralement, comment on fait? On va sur Internet, on trouve un bloc de code, un package qui nous satisfait dans ROS, on le clone, on le compile, puis on l'utilise. Donc, on a souvent l'impression que ROS, c'est vraiment compliqué, là, mais pour intégrer un robot à la base, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va fetcher du code sur Internet, puis après, on va modifier les blocs de code qui nous intéressent et qu'on a besoin. Ensuite de ça, un autre mécanisme qui est intéressant dans Rust, c'est les launch files, parce que là, vous m'avez vu tantôt taper dans le terminal Rust Run pour chaque node, mais quand tu as rendu à 18 nodes dans ton système, ça ne te tente pas de taper 18 fois Rust Run node à chaque fois. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des launch files qui sont déjà enregistrés quelque part et qui vont définir la configuration du système à chaque fois, définir plusieurs nodes. Donc, vous voyez que là, je lance le node TurtleSim 2, puis je lance un autre nœud qui va faire un mimic, donc qui va copier
les commandes de TurtleSim 1 vers TurtleSim 2. Donc, c'est juste 3 nodes, mais on pourrait avoir un long fichier qui part tous les nœuds que j'ai besoin dans le robot au départ. Puis, je vais lancer ça au démarrage de mon robot, puis il va partir tout seul sans que j'ai besoin de le faire. Donc, pour partir un launch file, les launch files sont contenus dans des packages. Donc, je vais faire ROS2 launch, le nom de mon package et le nom de mon launch file, puis ça va démarrer tout en même temps. Donc, je vais montrer un exemple un peu plus complet de tout ce qu'on peut faire avec Rush. Je suis allé télécharger sur Internet TurtleBot 3, qui est un robot complet. Puis, ils ont fait un package de simulation avec ça. Donc, vous voyez que ça va apparaître dans Gazebo. Gazebo, c'est le simulateur officiel de Rust. Donc, c'est une interface de simulation. Vous voyez qu'ils ont créé un monde virtuel qui contient un hexagone avec différents piliers. Puis le robot est en bas à droite. Et on simule les rayons bleus, on simule un laser 2D, un LIDAR, qui va nous donner un nuage de points fake, mais qui est simulé. Donc, on va aller voir un peu qu'est-ce qui a été généré comme node. Donc, quand j'ai fait ROS Launch, ça a parti un paquet de nœuds. Donc, vous voyez que dans RQT Graph, j'ai tous ces nœuds-là qui roulent en ce moment. Donc, il est parti, il y a un laser scan qui roule, Gazebo est parti, un nœud pour l'IMU, la caméra, le contrôle différentiel, tout ça a décollé en même temps. Mais en ce moment, il n'y a rien qui se parle parce que je n'y ai rien demandé de faire. Donc, on peut aussi aller visualiser. J'ai parlé d'AirViz rapidement au début, mais c'est AirViz 2 dans ROS 2. AirViz, c'est l'outil de visualisation. Donc, dans AirViz, quand je le lance, je peux aller ajouter des topics que je veux lire. Donc, par exemple, j'ai ajouté le topic de la caméra. Il y a une caméra en avant de mon robot qui va me simuler l'environnement en avant de moi. Donc, je suis capable d'afficher en temps réel la caméra, qu'est-ce qu'elle lit. Le scan laser, par exemple, on voit les points rouges dans le bas qui ont été générés par le LIDAR simulé. L'odométrie du robot, c'est la flèche rouge. Donc, quand le robot va se déplacer, on va voir qu'il va ajouter plein de flèches, savoir ce qu'il va dire un peu où est-ce qu'il était. Et toutes les transformations du robot, on est capable aussi de les afficher pour voir s'il y a des bugs dans notre OTF, dans notre URDF. On peut aller le voir directement dans AirViz, savoir si tout va bien. Donc, ouais. Puis après ça, un autre outil que j'avais parlé, c'est RQT TF-Tree pour voir si nos. Attends, je vais d'abord mettre à jour RQT Graph. Donc, vous voyez que juste en ouvrant AirViz, je suis allé me connecter à des topics. Donc, il y a des topics qui sont apparus dans mes topics actifs. Vous voyez que, par exemple, la caméra, je me suis connecté, donc le topic caméra est apparu là. Le scan est apparu là parce que je me suis connecté aussi. Vu que j'ai affiché les joints du robot, les TF du robot, les joint states, les TF sont apparus, donc tout ça. Et donc, c'est ça, j'y arrive à un autre outil qui est intéressant, c'est d'aller voir les arbres de TF pour voir si tout est correct dans notre robot. Donc, je vais faire ROS2 run RQT TF-Tree, qui est un nœud, en fait, de visualisation de l'arbre des TF. Et c'est un schéma qui ressemble à RQT Graph. Donc, vous voyez, l'arbre de construction de mes TF. Donc, par exemple, on commence avec ODOM vers Base Footprint vers BaseLink. BaseLink, c'est le lien principal que j'ai défini de mon robot. Et en dessous de BaseLink, tu as par exemple les liens pour les roues, le BaseScan, le lien l'IMU, la roue arrière, les deux roues arrière, le lien de la caméra. Puis dans la caméra, tu as aussi d'autres transformations pour le frame optique de la caméra, parce que comme j'expliquais, souvent, il est orienté différemment. Donc, je vais juste revenir un petit peu sur ça. Si j'avais à faire une transformation entre le lien optique de ma caméra, le référentiel de ma caméra, vers ODOM, ce serait simple avec le package TF. J'aurais juste à dire, je veux une transformation entre mes points là-dedans vers le frame ODOM, puis lui, il ferait le chemin inverse sans qu'on ait besoin de le faire nous-mêmes. Oui. Qu'est-ce qui représente le frame ODOM? Généralement, le frame ODOM représente le point de départ de ton robot. C'est bon? Donc, c'est un système de coordonnées. Ouais, c'est comme le 0-0 du monde. Fait qu'à mesure que ton robot se déplace, son odométrie va lui dire où est-ce qu'il est rendu par rapport au point initial. Donc, on a toujours un référentiel comme absolu du monde. C'est une bonne réponse? Oui, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que représente la transformation de Base Footprint au frame ODOM? Ben, c'est Base Footprint vers frame modem, c'est la position de ton robot à partir de son point initial. Ouais. Où est-ce qu'il est rendu dans l'environnement? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, comme j'ai expliqué, à mesure que le robot va se déplacer, tu vas estimer où est-ce qu'il est rendu par rapport à sa position initiale. Donc, ODOM reste toujours fixe à 0,0, puis Base Footprint ou Base Link vont se déplacer en fonction de où est-ce que ton robot est allé dans l'environnement. Oui. Mettons que caméra RGB Optical Frame détecte un cône. Comment tu fais pour trouver la position de ce cône-là dans le monde?
Mettons que la caméra RGB Optical Frame détecte un cône. Si je sais le cône est où par rapport à la caméra, je vais être capable de juste prendre la position du cône dans le référentiel de la caméra et demander au package TF2, à l'outil TF2 de ROS de me le transférer vers Baselink ou vers Odom pour savoir il est où dans le monde autour de moi. Donc oui, si je détecte plein de cônes en chemin, je peux dire, OK, j'ai trouvé un cône à la position 3, 4, je laisse un marqueur, par exemple, sur mon cône, puis je le référencie dans le frame Odom, donc il va toujours rester au même endroit. Bonne question. Ensuite, bon, on a regardé TF3. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire bouger le robot. Donc, je vais partir à un nouveau terminal qui va lancer encore un nœud de téléopération comme on avait tantôt. Fait qu'avec avec le clavier, je suis capable de déplacer le robot dans l'environnement. C'est toutes des choses qui étaient déjà programmées, là. J'ai rien programmé pour ça. C'est ça qui est le fun, c'est que tu vas télécharger les paquets sur Internet, ça fonctionne directement. Donc, si je clique sur le clavier, vous allez voir que le robot se déplace. Et que dans Gazebo, là, on voit Gazebo en arrière, la simulation suit. Donc, le lidar continue de scanner et générer des points stimulés dans l'environnement. La caméra se déplace aussi, donc elle change son point de vue. Et là, je ne jugez pas mes skills de driver, là, ça n'a pas été facile. Ça se conduisait bien mal, cette affaire-là. Et donc, on fait un petit tour de l'environnement, puis on va aller voir après ça dans l'outil de visualisation, qu'est-ce que ça donne. Donc là, je rouvre AirViz pour voir. Donc, vous voyez que j'ai fait le tour. Donc, les flèches, on affiche 100 flèches pour l'odométrie. Donc, à partir de ici, ils ont effacé à mesure, mais on a fait ce trajet-là et on voit les flèches qui montrent le chemin que le robot a fait. On voit que j'ai zigzagué un peu dans le coin, puis que je suis arrivé jusqu'ici, puis le robot est rendu là, puis son nuage de points a suivi aussi. Puis j'aurais pu faire une cartographie en temps réel, mais je n'ai pas lancé un nœud de SLAM, par exemple, à ce moment-là. Donc, ça vous montre un peu jusqu'où on peut aller. C'est un peu plus concret que de montrer une petite tortue qui se promène dans un graphique. Puis ça aurait été la même chose si j'avais eu le Turtlebot devant moi, parce que c'est un robot qui existe déjà et qui est déjà intégré à ROS. Donc c'est super pratique. On peut acheter un Turtlebot, le connecter à notre ordinateur, puis visualiser la même chose dans AirViz qu'on le verrait dans Gazebo. C'est juste que Gazebo est pratique pour faire la simulation pour quand tu n'as pas le physique, l'objet. Donc, à partir de ça, comment on peut apprendre à utiliser ROS un peu plus? Il y a des tutoriels en ligne, on n'arrête pas de vous dire d'aller les voir. Ils sont le fun, les tutoriels, mais c'est sûr que c'est plus le fun de toucher un vrai robot. On en a deux au lab, au vol, fait que participer dans le vol, c'est une bonne façon d'apprendre ROS aussi. Puis il y a un cours aussi qui est donné par François Pomerleau, GLO 7007, Perception 3D, véhicules autonomes, qui font un overview de ROS aussi, puis il y a un examen là-dessus, donc ça peut être pertinent aussi pour apprendre un peu plus les bases. Et je voulais finir avec un petit vidéo qui montre jusqu'où on peut aller avec ça. Donc, c'est une vidéo du laboratoire Norlab qui a été faite l'hiver dernier et qui montre un peu, donc ça, c'est un peu la même chose de la visualisation de tantôt, mais là, on fait de la cartographie en temps réel et on a enregistré la trajectoire en jaune et on la répète multiples fois. Donc, ça s'appelle du teach and repeat. Donc, on le contrôle une première fois avec la manette, puis on enregistre les trajectoires. Donc, c'est une autre capacité que ROS a d'enregistrer des trajectoires ou d'enregistrer des messages qui sont rentrés. Et on répète la trajectoire maintes et maintes fois. On enregistre aussi la carte qu'on a générée pour ne pas la refaire à chaque fois. Donc, si on a une carte, là, on est sur le Grand Axe, par exemple. Si on a une carte du Grand Axe, on peut la retélécharger, la charger en mémoire, puis se localiser dans cette carte-là, puis continuer de se déplacer. Puis vous allez voir le dernier petit bout de vidéo là, qui s'en vient. Donc là, ce que le robot fait en ce moment, il est en mode autonome. Là, il fait juste répéter ce que les étudiants lui avaient demandé de faire avec la manette. Donc, c'était sur le parcours de l'épreuve du Nord, si vous êtes au courant un peu de comment ça fonctionne. C'est le Baja l'hiver, donc il y a plein d'obstacles. On est allé avec le Warthog se promener là-dedans. Puis à mesure qu'on se déplaçait, là, je pense que c'est contrôlé avec la manette. À mesure qu'on se déplaçait avec la manette, on cartographiait l'environnement. Donc, vous voyez dans AirViz tout ce qui se passe. Ça n'aurait jamais été possible de faire tout ce qui est là, d'intégrer ce gros robot-là sans ROS. Là. Vraiment, ça nous aurait pris des années, des années. Il n'y a personne qui aurait eu le temps de finir son doctorat. Fait, c'est sûr que ROS est vraiment, vraiment utile à ce niveau-là. Puis c'est juste les outils de simulation, là, tout ce qu'on voit, les nuages de points, c'est tellement pratique après ça de pouvoir regarder ça puis voir qu'est-ce qui se passe dans le système pour débugger. Et donc, c'est ça, on a fait cette loop-là autonome, puis après ça, on l'a répété
On a fait cette loupe-là télécommandée, puis après ça, on l'a répété en mode autonome. Donc, vous voyez toute la carte qui se développe. C'est surtout ça que je voulais vous montrer, jusqu'où ça peut aller avec les outils de ROS.